Là, il y eut un petit silence. Hésitation ou bref recueillement avant de se lancer. Le père Ernetti reprit. Nous avons d'abord cherché à capter la passion, le Christ en croix. Mais ce n'était pas si facile. Des crucifiés à cette époque, il y en avait beaucoup. Nous pensions que nous pourrions néanmoins le repérer facilement grâce à sa couronne d'épines. Celle-ci, pensions-nous, ne s'expliquait dans le cas du Christ qu'en fonction de l'accusation portée contre lui de s'être proclamé roi. Malheureusement, là, nous eûmes une surprise. La couronne d'épines n'était pas aussi exceptionnelle que nous le croyions. Alors, nous avons essayé de remonter plus haut, à la dernière scène. Ça a marché. Et à partir de ce moment-là, nous ne l'avons plus quitté. C'était en l'an 36 de notre ère, et ces scènes ont été captées entre le 12 et le 14 janvier 1956. Nous avons tout vu. L'agonie au jardin des Oliviers, la trahison de Judas, le procès, le calvaire. Jésus était déjà défiguré quand on l'a conduit devant Pilate. Nous avons vu la montée au calvaire, le chemin de croix. Mais la piété médiévale a un peu déformé, elle a ajouté des épisodes. Le Christ n'est jamais tombé. D'ailleurs, il ne portait pas toute la croix. Elle eût été bien trop lourde. Il ne portait que la traverse horizontale, attachée à ses épaules, le patibulum. Ses pieds étaient liés à ceux des deux autres condamnés qui furent crucifiés avec lui. Il était très défiguré, répétait le père Ernetti. La flagellation lui avait arraché des lambeaux de chair. On voyait jusqu'aux os. Mais comme, d'après la loi romaine, le condamné devait arriver vivant sur le lieu de son exécution, les soldats ont réquisitionné Simon de Cyrène. Nous avons vu la scène comme dans l'Évangile. Mais là encore, la piété a quelquefois un peu interprété. On nous faisait lire autrefois de très beaux textes où nous étions censés envier le rôle de Simon de Cyrène et nous offrir comme lui, intérieurement, pour aider le Christ à porter sa croix. Nous avons bien vu qu'il n'y en avait eu aucune envie. On a dû l'y contraindre. L'épisode de Véronique essuyant le visage du Christ sur la voie douloureuse. L'avez-vous vu? Non. D'ailleurs, comme vous le savez, ce récit n'est pas dans les évangiles. Voilà, j'ai extrait quelques phrases de ce livre que tu viens d'écrire, François Brune, Le chronoviseur, machine à explorer le passé, enquête sur un secret du Vatican. Le livre est tout chaud, tout beau, tout bon, ils sont bons. C'est aux éditions Oxus. Qu'est-ce que je viens de lire là? Je suis au courant bien sûr, mais... Oui. Eh bien, il s'agit d'une machine fantastique, le chronoviseur, et qui a capté les ondes du passé. À la fois les images, avec le mouvement, avec le son, mais encore sans la couleur à cette époque-là. Et il s'agit d'une invention absolument fantastique. Je dirais, on est devant un problème extraordinaire, parce que, dans un sens, c'est tellement incroyable, inexplicable scientifiquement, trop beau pour être vrai, que c'est totalement, vraiment incroyable au sens fort. Et de l'autre côté, j'ai tout de même trop de témoins, et de gens sérieux, de gens dignes de foi, pour pouvoir en douter. Je crois que l'appareil a vraiment existé. Alors là, François, nous en avons discuté longuement, pas forcément dans des émissions, oui. Mais me permets-tu de te poser la question franche et directe? Oui. Serais-tu tombé sur la tête? Tu as bien raison de poser cette question. Il y a de quoi. Alors je dirais, c'est pas directement moi. On pourrait se demander, est-ce le père Ernetti, qui est au centre de ces recherches, qui lui serait tombé sur la tête? Effectivement, on peut se faire l'hypothèse, je me la suis faite. Est-ce que j'ai affaire à un mythomane? Parce que c'est traduit autrement dans un langage plus châtié, plus clinique et plus scientifique, c'est ça que ça donne. Quelqu'un qui effectivement a tellement rêvé à cette possibilité, qu'il a fini par croire que c'était arrivé.
ou alors quelqu'un qui, par exemple, serait doué de dons un peu paranormaux, comme une sorte de médium, peut-être un peu plus fort que les autres, et qui s'imaginerait plus ou moins que c'est grâce à ces appareils qu'il arrive à ça. On peut se poser toutes ces questions-là, je me les suis posées, et je crois qu'il y a plus que cela, puisque le récit que tu viens de lire, c'est un passage de la Passion du Christ, bien sûr, tel qu'il aurait été capté par cet appareil. Or, il se trouve que cet appareil le donnait en 3 dimensions, comme des hologrammes, et que pour le conserver, ils l'ont filmé. N'a-t-il dit pas? En le filmant, bien entendu, il perdait le relief, mais c'était le seul moyen à ce moment-là d'en garder une trace. Ce que je sais, et par 2 voies, non seulement parce que le père Ernetti me l'a dit, mais parce que j'en ai eu la confirmation par ailleurs, ce film, il l'a montré à une religieuse qu'il connaissait bien, Madre Speranza, qui était au monastère de Colle Valenza en Italie, une religieuse d'origine espagnole, mais qui s'était installée en Italie, une mystique, et qui elle-même était stigmatisée, et qui, en tant que stigmatisée, revoyait la Passion du Christ, bien entendu, et la vivait dans sa chair. Et alors, quand elle a vu ce film, c'est vrai qu'elle s'est écriée, c'est tout à fait ce que je vois. Alors, bien entendu, il y a le père Ernetti qui me l'a raconté. Mais ça n'est pas la seule source que j'ai. J'ai rencontré une femme qui m'a dit, mais ma mère était une amie de cette religieuse lui en avait parlé, et lui avait dit, c'est tout à fait ce que je vois. Alors, écoute bien, je vais faire la mise en scène, musicalement. Ah oui, ça c'est vrai. Le décor est planté. Que faisais-tu à Venise? Car le père Ernetti était un bénédictin, il est maintenant dans l'au-delà, du monastère de San Giorgio Maggiore, sur une petite île. Et j'y suis allé bien des fois, bien entendu, pour le rencontrer. La première rencontre avec le père Ernetti, elle vaut la peine d'être racontée. Bien. On va pas tout dévoiler le livre, bien entendu. Non. Mais tu n'as pas une flèche sur toi, tu n'as pas d'argent, voilà. Non. T'as pas une thune, comme on dit maintenant. Non. Tu pratiques le stop? Ah oui, c'est en autostop que je suis allé à Venise, après avoir fait des études à l'Institut biblique à Rome. Et en remontant vers la France, je voulais absolument voir Venise, et pas tellement finalement pour l'aspect le plus spectaculaire qui intéresse tout le monde, mais surtout pour y voir tout ce qu'il y avait de byzantin encore à Venise. Alors bien entendu, dans la basilique de Saint-Marc, une partie des mosaïques sont authentiquement byzantines, plus exactement faites par des occidentaux, mais qui avaient étudié l'art de la mosaïque en Orient. Et puis alors il y a des mosaïques authentiquement byzantines dans des îles de la Lagune, à Murano et à Torcello surtout. Alors là, des mosaïques splendides. Et c'est pour ça que j'allais à Venise. Et puis, me trouvant sur le débarcadère, juste devant l'entrée du monastère. Pour prendre le vaporetto? Pour prendre mon vaporetto, j'aperçois ce bénédictin, on attend un bon moment et il finit par m'adresser la parole, parce qu'à cette époque-là, je circulais encore en soutane, bien entendu. Et bon, c'est plutôt par politesse, par gentillesse, parce qu'il y a des ecclésiastiques qui doivent rencontrer de temps en temps, mais enfin, ils me demandent d'où je viens, etc. On engage peu à peu la conversation, je venais de l'Institut biblique, bon, etc. Alors à ce moment-là, que j'étais futur professeur de grand séminaire, puisque c'est pour ça que j'avais fait une licence d'écriture sainte, alors là, il commence un tout petit peu à me parler de l'évolution qu'il sentait dans l'interprétation des Écritures, notamment du Nouveau Testament, et qui consistait peu à peu à les vider de toute leur valeur historique. Je sentais ça, moi aussi, déjà depuis un certain temps. Ça commençait déjà à venir et à m'agacer aussi. Alors on en a parlé, puis voilà qu'il me dit qu'il y aurait pourtant un moyen bien simple de les faire taire tous avec certains documents qu'il avait. Alors je suis un petit peu intrigué. Et il finit par me dire, écoutez, si vous avez du temps, revenez me voir cet après-midi. Ce que je fis. Et là, évidemment, je ne m'attendais pas du tout à la tournure qu'allait prendre la conversation. Alors, je vous le raconte un peu en détail. Il y est allé prudemment, un petit peu par étapes. Il m'a d'abord parlé déjà d'un phénomène que je ne connaissais pas encore à cette époque-là, mais qui est quand même assez fantastique lui aussi, les communications avec l'au-delà, des voix que l'on peut recevoir de nos défunts et qui s'enregistrent sur des bandes magnétiques. Ça lui était arrivé en 52. Revenons quelques années en arrière. En 1952, à l'Université du Sacré-Cœur de Milan, dans le laboratoire de physique expérimentale, parce qu'on va le voir, Ernetti n'est pas le premier couillon venu. Le père Agostino Gemelli et le père Pellegrino Ernetti se livraient à des expériences sur des voix de chant grégorien. Voilà. Ils essayaient d'en éliminer les harmoniques pour voir s'ils pouvaient obtenir un son un peu plus pur. Voilà. Et puis,
chez le père Gemelli, il y a un Oui. tic. Il est toujours en train de dire « Papa, aide-moi ». Dès qu'il a un ennui, dès qu'il y a quelque chose qui marche pas, oh papa, Et aide-moi. son papa terrestre, hein, Oui, oui, son papa terrestre, mais qui était dans l'au-delà. mais qui était disparu. Qui était passé dans l'au-delà, oui, Ouais. qui était déjà mort, oui. Et le 17 septembre 1952, Exactement. le fils, donc Gemelli, venait de rompre le fil une fois de plus. Il s'écrie « Ah, papa, aide-moi !» Il fait un nœud. Le magnétophone est à nouveau mis en marche. Mais la surprise, c'est que, au lieu d'entendre les voix qui chantaient en grégorien, l'appareil se met à faire entendre la voix. Mais de qui? Mais du père Gemelli, et qui lui dit « Mais bien sûr que je t'aide, je suis toujours avec toi. » Et là, ce prêtre, il est terrorisé. Oui, bien sûr. Je ménage un peu le suspense. Oui, oui, non, non. Il faut préciser que c'est les premiers magnétophones, ce n'est Premier pas une magnétophone, bande, c'est un fil. Ce sont des Et c'est fils. pour ça que le fil On pouvait faisait se des nœuds, rompre. voilà, oui. Oui, oui. Et donc il entend la voix de son père. Oui. Mais il l'entend pas dans les oreilles. C'est C'est réellement l'appareil. la voix C'est l'appareil. de son Il père reconnaît le timbre. enregistré oui. sur le Oui, fil et du bien sûr que magnétophone. je t'aide, je suis toujours là près. On en était au début de transcommunication instrumentale. Ben non, c'est le premier exemple qui a été un peu connu, et encore pas tellement, parce que finalement ils ont fait d'autres recherches. Ça va vraiment exploser plus tard. Alors le père Gemelli arrête l'appareil Oui. et il est vraiment terrorisé, il est Oui, paniqué. oui, oui, oui. Et que demande-t-il à Ernetti? Ben c'est Ernetti qui remet l'appareil en marche. Oui. Hein. Et alors là, à nouveau, la voix du papa qui se manifeste en lui disant « Mais Tsukone, petit ronde, papa. Tsukone. Oui, tu ne vois pas que c'est bien moi ?» Alors c'est le surnom qu'il avait donné à son gamin, pas au père Gemelli quand il était petit. Le père Gemelli devait avoir des formes un petit peu arrondies, ce qui peut arriver à des gens très bien, n'est-ce pas? Et alors, à ce moment-là, ils vont aller voir Pie XII, car ils se rendent compte qu'ils sont devant un événement extraordinaire. Et Pie XII, qui est pape, Qui est pape? a une réponse que je peux qualifier vraiment détonnante. Mais oui, mais oui, mais oui. Au lieu de leur dire non, ne trafiquez pas du tout avec les morts, arrêtez tout ça, ne m'en parlez pas, et leur dit pas du tout, ça pourrait très bien être le début de recherches scientifiques qui soutiendraient la foi dans la vie éternelle. Donc une attitude tout à fait positive. Il dit même ça n'a rien à voir avec le spiritisme, parce qu'il n'y a pas moyen d'influencer l'appareil. Là c'est assez étonnant parce que du coup on a l'impression que le pape comme dans l'ensemble de l'Église, est réticent vis-à-vis du spiritisme parce que finalement c'est pas une communication assez sûre avec l'au-delà. On s'imagine que c'est parce que l'Église ne veut pas qu'on communique avec les morts, et voilà que d'après la réaction de Pie XII, c'est plutôt parce que la communication ne serait pas assez sûre. Tandis que l'appareil, lui, il est objectif, il ne fait que capter des ondes et les transmettre, et donc là il ne peut pas tromper les gens. Voilà. Ce père Ernetti, qu'est-il en dehors d'être un religieux? Un bénédictin qui est en même temps un scientifique. Il a fait de la physique quantique. Physicien quantique, oui. Et il a fait alors des études absolument phénoménales dans les langues anciennes et dans la musique pré-polyphonique. Il a un poste qui a été longtemps, peut-être même encore maintenant, l'unique poste universitaire au monde sur la musique pré-polyphonique. Et il a enregistré plus d'une 40aine de disques. Il a publié quantité de livres, j'en ai quelques-uns, des livres énormes, très scientifiques. Il est parfaitement reconnu dans sa science et dans sa discipline et respecté de tous, il n'y a aucun doute. Alors tu lèves le voile sur tes rencontres avec le père Ernetti, Oui. et tu apprends, tu l'écris d'ailleurs, et le père Ernetti te dit, nous fûmes environ une douzaine à collaborer Voilà. à un moment ou à un autre à la conception et à la construction de cet appareil. Il y avait Fermi et un de ses disciples, un prix Nobel japonais, un savant portugais, professeur de maths, et Werner von Braun qui s'y intéressait beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vient faire von Braun là-dedans? Eh bien, c'est celui qui est le père des V2, pas allemand, et qui après ça a été récupéré par les Américains après la guerre. Et alors, d'après Ernetti, Werner von Braun était très intéressé par ces recherches-là. Alors, ils vont essayer, ça vient du père Ernetti, c'est quand même lui qui est à l'origine. En tant à la fois que religieux et spécialiste de la musique et du son, il y a une sorte de méditation chez lui sur le début du livre de la Genèse. Dieu dit, et alors, bien entendu, il ne s'agit pas d'attribuer à Dieu une tête et un larynx, mais c'est l'idée que c'est des sortes de vibrations qui sont à l'origine de la création du monde, car finalement, le monde est fait de vibrations, c'est évident.
Et l'idée de cette parole qui résonne, c'est l'idée d'une vibration qui vient de Dieu. Et alors, à partir de là, il s'est demandé ce que devenaient effectivement toutes les vibrations que nous émettons. Et il s'est dit, mais normalement, ne pourrait les détruire que des vibrations qui seraient exactement de fréquence contraire et qui pourraient les anéantir, qui reprendraient le dessin sinusoïdal que l'on voit sur le spectre, et qui le prendraient en sens inverse, ce qui est pratiquement improbable, hein, tout à fait impossible dans la pratique. Alors, il s'est entouré d'un certain nombre de savants en profitant de son titre universitaire, et là, ils ont construit un appareil composé d'alliages de tous les métaux pour essayer de capter toutes les ondes possibles. Alors, la grande difficulté d'un tel appareil, c'est que la propagation des images et des sons ne se fait pas du tout à la même vitesse dans notre monde. Autrement dit, il ne peut pas s'agir du tout de capter les vibrations telles que nous les percevons, nous, à travers nos sens. Alors là, il s'agit en l'occurrence de capter des images du passé. Eh oui, et alors là, il va essayer de capter des images du passé. Mais il s'agit de vibrations à un autre niveau, pas qui échappent totalement à nos sens. Et alors, quand ils vont réaliser leur appareil, ils vont commencer à faire des essais en allant du plus simple au plus difficile. Ils vont commencer par capter un discours de Mussolini, parce que là, ils ont les documents de l'époque où on le voit, Mussolini, ça a été filmé, on peut vérifier l'image, on peut vérifier les paroles prononcées, et ils s'aperçoivent que ça marche. Alors, ils vont régler l'appareil sur un événement plus ancien. Napoléon? Et ils captent un discours de Napoléon. Et le père Ernetti m'a dit, si j'ai bien compris, c'est le discours par lequel Napoléon a aboli la République sérénissime de Venise pour proclamer une République italienne. Et puis, ils vont remonter plus loin dans le passé, et notamment, ils vont essayer, alors là, ça va être sur les conseils d'un professeur de latin italien, qui s'intéresse beaucoup au tout début de la littérature latine, lorsque le latin commence un peu à devenir une langue littéraire et commence à se détacher un tout petit peu de l'influence du grec ancien qui lui était antérieur. Alors c'est ce professeur de littérature latine qui va choisir une pièce de Quintus Ennius qui a été jouée en 169 avant Jésus-Christ et dont on ne connaissait l'existence qu'à travers 25 citations faites par différents auteurs latins. Et très exactement à Tieste. C'est le titre de la tragédie Tieste. Oui. Une histoire abominable, n'est-ce pas, de querelle entre deux frères. Et il y en a un qui, pour se venger, va tuer les fils de l'autre et en faire un excellent ragoût qu'il va offrir à son frère, n'est-ce pas? Il va ainsi l'inviter à dévorer ses enfants. Puis, bon, c'est repris de toutes les histoires de Chronos, pas dans la mythologie grecque, Chronos qui est le dieu du temps et qui dévore ses enfants. L'idée que le temps à la fois nous enfante. Nous n'existons que par le temps et en même temps c'est le temps qui nous fait disparaître. Voilà. J'ai pris quelques notes. Oui. Alors, discours de Mussolini, discours de Napoléon où il abolissait la République de Venise pour proclamer une République italienne. Oui. Une scène du marché de Trajan dans l'Antiquité romaine, un discours de Cicéron. Marché aux fruits et aux légumes, la première Catilinaire, Pousque tandem Catilina, La scénette d'une tragédie de Quintus Ennius, Tieste, 169 avant Jésus-Christ. La dernière scène du Christ en 36 de notre ère, captée entre le 12 et le 14 janvier 1956. La résurrection et les apparitions. La destruction de Sodome et Gomorrhe. Et alors là, ils font costaud. Réception des 10 commandements par Moïse. Oui, effectivement, il fait très fort. Oui. Mais il se peut qu'il ait capté quelque chose. Alors, il m'a pas dit que ça s'était passé comme dans le film de Cécile B2000, pas ça, c'est autre chose. Ça s'est sûrement pas passé comme ça, bon. Mais il a pu très bien capter cet instant, ça je ne sais pas comment. Alors à côté de toi, François, je l'ai annoncé en début d'antenne, en début d'émission, Marie, qui vient de lever le doigt et qui a une question à te poser. Oui. Marie. Non, alors Marie. Alors j'ai hélas pas lu le livre, donc je suis très peu au courant, mais il y a une question là qui me brûle vraiment les lèvres. Je voudrais juste savoir comment ils choisissent les événements auxquels ils veulent assister, comment fait-on pour choisir? Est-ce qu'il y a alors un tri, un classement, parce que c'est quand même des... Ça, le père Ernetti ne m'a pas donné de détails. Il m'a donné que les grandes lignes en me disant ça ne servira pas à grand chose, bon. Mais il n'a pas voulu me donner de détails. Mais je sais qu'ils avaient un moyen, donc, pour se fixer sur quelqu'un.
C'est surtout quelqu'un. Oui, quelqu'un. Un petit peu comme on bague les oies ou certains animaux pour les suivre après ça, pour mieux les protéger, d'ailleurs éventuellement. Il me disait quand on arrivait à capter quelqu'un, alors à ce moment-là, l'appareil automatiquement le suivait partout où il allait. Mais évidemment, capter en même temps l'entourage. Et c'est pour ça, par exemple, que parmi les hypothèses que je me faisais, je me disais, mais enfin, il a l'air bien sincère, le père Ernetti, et pourtant ça a l'air totalement fou. Alors je me disais peut-être qu'il a capté tout simplement le moment où on était en train de tourner un film sur la Passion de Christ. Vraiment, je me disais à ce moment-là, l'acteur principal, on l'aurait vu après ça dans les scènes de repos. Oui. On aurait vu l'entourage, on aurait vu le décor, on aurait vu les moments où il se détendait un peu, bien. et il n'y avait pas ça. Donc cette hypothèse-là ne peut pas tenir. Il y a également autre chose. On a vu que les morts peuvent recréer un peu des scènes de leur vie. On a vu ça beaucoup en transcommunication, que ce soit des bruits, par exemple des aviateurs morts au combat qui avaient recréé la dernière scène. Oui, là vous pensez très particulièrement à l'écoute de l'au-delà, à une scène, oui c'est ça, captée par des Italiens. On a l'impression d'avoir une conversation dans l'avion même, oui c'est ça. Oui, et est-ce qu'on pourrait pas imaginer que ce sont des personnes qui sont de l'autre côté, qui recréent presque une scène en fait, qui essaie de nous la rendre en fait comme une reconstitution. Est-ce que ça pourrait être ça, ou alors des images directes, exactes du passé? Je pense que c'est plutôt les images directes du passé. Ça, en tout cas, c'est ce que pensait le père Ernetti. Oui. Il n'y a aucun doute. Oui. Voilà, mais je suis très curieuse parce que je découvre. Ça aurait été difficile de la faire à ce point-là. Oui. Même pour des personnes passées. Oui, quand même tout reconstituer comme ça, à ce moment-là, ce serait pas la réalité d'ailleurs. Tandis que justement, quand il compare avec le discours de Mussolini, c'est la réalité. Oui, c'est oui. Quand ils ont reçu alors une partie du texte de cette tragédie, il a peut-être tout reçu, mais il n'en a transcrit qu'une partie, un peu plus d'une centaine, parce que ça devait faire partie d'un livre publié par ce professeur de littérature latine. Donc il lui a pas envoyé le texte intégral, mais il avait noté la musique également. Et alors à ce moment-là, on va retrouver quelques-unes des citations qui étaient connues, mais on a en même temps un texte complet. Alors il faudrait que dans l'au-delà, ils aient composé le texte. Excuse-moi, Marie, est-ce qu'il y a les images, mais est-ce qu'il y a les voix, est-ce qu'il y a le son aussi? Ah oui, bien sûr. Les deux en même temps? Ah oui, les images et le son. Mais ça a été filmé ou pas filmé? Ah bah pour la Passion du Christ, ça a été filmé. Pour la Passion du Christ, ça a été filmé. Les Pie XII auraient vu ce film? Ah oui, d'après ce que me dit Ernetti, oui. Et pas lui tout seul, d'ailleurs, ça a été montré à d'autres. Il y avait le président de la République italienne, il y avait plusieurs ministres, oui. Je crois qu'il y a des choses qui ont dérangé, d'ailleurs. Ah bah, il m'a dit que ça a fait un choc terrible à Pie XII, et qu'à partir de ce moment-là, Pie XII ne dormait plus dans son lit, qu'il couchait par terre, à côté de son lit. Ah bon? Quelle idée d'aller coucher par terre. Enfin bon. Une sorte de pénitence, d'association à la Passion du Christ. Mais cet appareil. Oui. Est-ce qu'il y a des plans que l'on peut voir? Non. Parce qu'on trouve sur Internet, une fois de plus, des images, des photos, des trucs de montage, etc. Non, ce que j'ai vu quelquefois sur Internet, ou bien c'est de la fantaisie complète, ou bien c'est le schéma d'un autre appareil, alors fait par un autre religieux italien. Voilà. C'est un tout autre appareil qui, lui, essaie plutôt de capter le passé à la façon d'un psychomètre, c'est-à-dire par contact avec un objet du passé. Voilà, la psychométrie. J'en parle aussi dans le livre. Donc certaines personnes sont douées, je pense entre autres à Raymond Réan, qui était un homme étonnant dans les essais de psychométrie. Puis plus près de nous, Lionel Jacquel aussi. Oui, et puis plus près de nous, il y a quelques semaines dans ce studio. Mais il y a Jean-Pierre Girard aussi. Jean-Pierre Girard. Et puis, en direct dans le studio, il y a quelques semaines, Henri Vigneault a réussi une expérience de psychométrie époustouflante. Mais il y a ceux qui sont à côté de leur poste et qui écoutent, et puis nous qui avons le privilège d'être dans le studio, et de voir ce qu'il se passe dans l'instant. Oui, bien sûr. Une chevalière ayant appartenu au papa d'une jeune femme qui était là, présente dans le studio, c'est époustouflant, quoi. C'est même plus besoin de se poser. Je me demande encore. Comment après, bien sûr. Parce que tu sais bien que j'ai décidé pacifiquement de partir en guerre contre Charpak. Que tu égratines de temps à autre, François Brune. Oh, à peine, comme ça, en passant. Non, il est certainement remarquable dans sa discipline, mais il ne connaît strictement rien aux phénomènes paranormaux, de toute évidence. Il n'est jamais allé dans aucun des laboratoires ou dans des cercles ou dans des associations où on travaille sur ces phénomènes paranormaux. Et pourtant, chaque fois qu'on lui propose,
Enfin, lui ne répond pas. Ben, je dirais que ça correspond à une loi générale, pas. Il est beaucoup plus facile de parler avec assurance des phénomènes que l'on ignore totalement. Dès qu'on commence à les connaître, on est obligé d'être beaucoup plus réservé dans la façon dont on en parle. Non, là où on a le plus d'assurance, c'est sur les phénomènes qu'on ignore complètement. Alors ça lui donne une belle assurance. Mais pourquoi je suis révolté de temps à autre, ça m'arrive rarement, mais cette volonté à tout prix de nous enfermer dans une pensée unique qui devient, selon moi, qui va beaucoup plus loin, oui. qui est beaucoup plus pernicieuse, dans le sens où on voudrait nous faire croire que. Alors il y a une part que j'admets, c'est la lutte contre les charlatans. Il est convaincu qu'il y a beaucoup de charlatans et là il se trompe pas. Oui, mais enfin le combat il n'est pas seul à le mener. Oui, voilà, il est pas seul à le mener. Et pour autant nier systématiquement tout le phénomène paranormal, c'est stupide. C'est évidemment pas la bonne méthode. Alors derrière, il y a vraiment la conviction absolue d'un matérialiste, je pense. Je vais plus loin, François. Oui. Tu n'es pas obligé de me suivre, oui. mais je le trouve particulièrement sectaire, Charpak. Oui. Brock et compagnie. Oui, bah oui, surtout Brock, toute la tribu. Surtout Brock, bien entendu. Mais Brock, je pense, est même malhonnête. Je pense qu'il le sait. Jean-Pierre Girard a eu l'occasion d'en parler en direct sur cette antenne. Ah oui, je pense que Brock sait qu'il est malhonnête. Brock le sait, oui. Parce que Brock n'étudie jamais un phénomène paranormal. Il montre simplement qu'on peut l'imiter. Alors ça, c'est très facile, n'est-ce pas? Je peux par exemple vous présenter un film où on voit, je sais pas moi, deux amoureux qui s'embrassent sous la neige tombe autour d'eux, etc. Puis après ça, la caméra prend du recul, et puis on s'aperçoit qu'il y a une grande perche qui déverse la neige, pas. Et puis là, je vous dirais, voyez-vous, on essaie de vous faire croire que la neige ça existe, en réalité ça n'existe pas. Bah, ça prouve strictement rien, c'est évident. C'est ce que fait Brock. Il montre qu'on peut imiter les phénomènes paranormaux, mais il ne les étudie pas. Ça prouve absolument pas qu'ils n'existent pas. Quand il y a des personnes il le sait. Qui ont des résultats et qui ont désiré, puisque le pari n'existe plus, qui ont désiré relever ce pari, comme l'a expliqué Jean-Pierre Girard il y a quelques mois, ici dans ce studio, ici et maintenant, il a dit mais lui était volontiers partant, mais il y avait plus je parle en francs à l'époque, pour pouvoir se proposer en tant que sujet psy. Il fallait déjà verser 200 000 francs. Ah oui. Bah déjà comme malhonnêteté, c'est clair et net. Bon, ça lui permettait de proclamer partout qu'il n'y avait eu aucun candidat à relever le défi, pas. Simplement, il ne donnait pas la condition. Bon, oui, bien sûr. Non, mais là, il y a une véritable malhonnêteté. J'ai l'impression que de plus en plus d'hommes comme toi, je pense à Rémi Chauvin, Bertrand Meeus, que Didier Deplage a reçu dans le studio, Jean-Paul Thénault, qui y a-t-il encore, les frères Normand, et Rémi Chauvin, vous avez répondu, mais apparemment vos livres se vendent moins bien que ceux de Charpak. C'est normal. Hein? C'est comme ça toujours, je sais bien. Tu as lu le dernier avec Monsieur Omnes? Non, ça m'intéresserait quand même peut-être. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu l'as lu? Encore de la filouterie, quoi. Encore nous enfermer dans des idées. Voilà, c'est comme ça, faites comme ça. C'est un retour à la physique ancienne, oui, et sous forme inquisitoriale. Oui. On est bien. Alors je crois que c'est quand même dépassé qu'il y a rien à faire. Écoute, merci d'avoir égratigné Charpak et Brock au passage. Oui, c'est un petit plaisir qu'on peut se donner toujours, oui. Et alors, tiens, je continue ce livre. Le père Ernetti poursuit, tu es à côté de lui. Arrivé au calvaire, le Christ regarde tous ceux qui l'entourent et l'insultent. La même chose se produit alors qu'au jardin des Oliviers. Il se dégage de toute sa personne une telle majesté qu'il se recule, se bouscule et tombe tous à terre, juifs, grecs, romains. Seul reste debout Marie, la mère du Christ, Jean et les deux autres Maries. Au pied de la croix, ni Marie, sa mère, ni Saint Jean ne pleurent. Les deux autres Maries pleurent. Là encore, le stabat mater n'est pas exact. Marie n'était pas lacrimosa. En latin, enfin en italien. Elle n'était pas en pleurs. Elle n'était pas en pleurs. Non, en latin, oui. En latin. Oui. Donc là encore, les récits qui ont bercé notre adolescence, notre enfance, le catéchisme, et puis sans être catholique ou quoi que ce soit. Ça, c'est en dehors de l'évangile, voilà, c'est une sorte d'œuvre de piété, c'est une hymne qui a été composée, voilà, qui est très belle d'ailleurs, mais... Ernetti va plus loin dans son explication. Le Christ n'a pas dit « cette heure est la vôtre ». C'est rien, c'est un écran qui vient de s'éteindre. Bon. Il n'y a aucune chronovisation dans le studio. Mais ça vient tout démonter. Oui, bien sûr. Ou en grande partie. Mais ça reste fidèle à l'évangile. Simplement, ça démonte ce que la piété a pu ajouter.
Mais autrement, fidélité au contraire à l'Évangile. Ah oui, tout à fait. Alors comme tu es rentré dans les confidences du père Ernetti, tu vas pas avec le dos de la cuillère aussi, tu lui poses des questions très inquisitrices, si j'ose dire. Quand même, tu lui poses et la résurrection, vous l'avez vu, elle a été filmée, et il te répond oui. Oui. Il hésite un peu. Et il a peine à trouver l'image, à trouver comment me le faire comprendre, voilà. Il me dit c'est comme une sorte de forme que l'on a vue à travers du cristal, à travers un verre dépoli, à travers... le rocher devient comme une sorte de translucide. Marie. Oui, je voudrais juste savoir, est-ce que les scènes apparaissent toujours sous le même angle? Ah ben il n'a capté qu'une fois, n'est-ce pas? Il les a captées qu'une fois. Ah oui, qu'une seule fois. Oui. D'accord. Non, c'est pas comme pour Thérèse Neumann qui a revécu la Passion 700 fois et chaque fois elle se trouvait dans une position différente. C'était pas une image. Non, c'est je veux juste savoir s'il y avait des différences. Tandis que l'image qu'il recevait, c'était à peu près de la taille de nos écrans de télévision, hein, pas très grande. Oui. C'était pas sur grand écran. Non, pas du tout. L'image est relativement compacte. Oui, même pas les écrans en plasma actuellement, au cristaux liquides et qui sont immenses, non, même pas. Est-ce que c'est une image très nette ou est-ce que c'est une image à peu près comme les images paranormales qu'on peut trouver, qu'on peut voir? Non, c'est plus net que la plupart des images paranormales, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont très nettes. Hein. Elles sont rarement diffusées, mais il y en a quand même quelques-unes, exceptionnellement, qui étaient très très nettes, presque comme des photos. Hein, ça existe. Mais c'était trop petit et pas assez fin, assez précis pour supporter un grand agrandissement. Notamment, il y a une image qui lui a fait beaucoup de tort, qu'un journaliste a fait circuler en prétendant que ça venait du chronoviseur. Oui, une photo du visage du Christ en croix. Et alors, on a découvert sans peine qu'en réalité, ça venait d'une image pieuse, justement de ce monastère de Colle Valença, et qui reproduisait un crucifix fait par un sculpteur espagnol selon les indications de Madre Esperanza, la stigmatisée. Stigmatisée, oui. Mais autre chose est de dire que c'est conforme, puisque la stigmatisée a bien reconnu dans ses visions l'équivalent de ce qu'elle a vu sur le film, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est elle qui avait donné les indications au sculpteur. Donc le sculpteur a fait quelque chose qui ressemblait assez à ses visions à elle, mais ça ne veut pas dire que cette image venait directement du chronoviseur. C'était pris dans le mauvais sens. Voilà. Alors on a accusé beaucoup le Christ le père Ernetti, pas de fraude, etc., de plagiat, d'avoir trompé les gens. Et à cette époque-là, il n'avait même pas le droit de se défendre. Mais alors récemment, lors de mon dernier voyage en Italie, c'était au mois de février de cette année, j'ai enfin recueilli le témoignage de quelqu'un qui m'a dit, ce journaliste a fini par avouer que c'était pas le père Ernetti qui la lui avait donné, mais quelqu'un dont il préférait par discrétion garder l'anonymat. Je pense qu'en réalité, il s'agit de lui-même, n'est-ce pas, qui avait cette image pieuse en main, et puis qui a trouvé très bien de faire de l'argent en publiant. Et cette image continue de circuler sur Internet? Continue de circuler, bien entendu. Avec des accusations, c'est normal. Alors il te répond, oui, nous avons tout filmé. Oui. Cela nous a permis ensuite de montrer au pape, qui était à ce moment-là Pie XII, était également présent le président de la République, le ministre de l'Instruction publique, les membres de l'Académie pontificale. Oui. Mais pourquoi cet appareil, on ne le retrouve plus? Il a été démonté. Alors ils l'ont jugé trop dangereux, parce qu'effectivement ça pouvait capter absolument tout, le passé lointain, mais le passé immédiat. Une fois, par exemple, ils ont capté la préparation d'un hold-up dans une banque. Alors, ils ont téléphoné à la police est intervenue à temps pour l'empêcher, mais ils ont eu la preuve que ce qu'ils avaient capté était exact. En fait, c'est un appareil capable de capter les annales akashiques? Oui, c'est ça, exactement, oui. Il y a un autre exemple également que c'est le neveu du père Ernetti qui me l'a raconté. À un moment, ils ont réglé leur appareil sur le bureau du chef de la police à Venise, n'est-ce pas? Alors le père Ernetti, qu'il connaissait bien, après lui a téléphoné puis lui a raconté ce qu'il avait fait dans son bureau. Et le chef de la police, un peu effaré, en se disant, mais enfin, comment peut-il savoir ce qui s'est passé chez moi, quoi? Ça laisse... Alors justement, à ce moment-là, il n'y a plus de secrets politiques, scientifiques, diplomatiques, techniques, commerciales, même pas de vie privée. Enfin bon, c'est...
Et alors on s'est dit qu'à ce moment-là, si maintenant cet appareil pourrait être miniaturisé, à ce moment-là, les gens se jetteraient les uns sur les autres. Ce serait ça continuellement. Mais dis donc, quand je pense aux puces, par exemple, nous en parlons régulièrement ici et maintenant. Hein, je pense qu'il n'y a que cette radio qui en parle, aux implants, etc., etc. Oui. Pourtant, c'est bien une réalité. Ben déjà, tout doucement, nous devenons tous sous surveillance, c'est vrai. Alors, ça va pas encore dans notre chambre. Je lisais une dépêche. Bureau de travail, mais je lisais une dépêche très récente. Ça y est, les puces sont rentrées au Vatican. Je parle pas des petits bébêtes. Hein. Oui, tous les livres de la bibliothèque vaticane ont été pucés pour bien sûr. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de vol ou de dégradation. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Même quand on les met sur microfilm, de la même façon, oui, bien sûr, on les met à l'abri. Oui. Alors, une chose encore plus étonnante, c'est que cet appareil aurait pu pénétrer dans des grottes. Je pense aux grottes de Qumran. Oui. Enfin, pénétrer, c'est pas l'appareil qui pénètre. Il aurait pu capter des images également permettant de repérer certainement de manuscrits, oui. Oui. Excuse-moi, Marie, oui, tu avais une question à poser. Je voulais savoir, donc l'appareil a été démonté à la demande du Vatican. Oui, c'est ça. Ils se sont mis d'accord. À la fois les scientifiques qui étaient là, les cardinaux, le président de la République italienne, ils se sont dit non, l'humanité n'est pas assez évoluée pour une invention pareille. Ça risque de provoquer des dégâts terribles. Est-ce qu'il serait pas raisonnable de penser qu'ils doivent avoir les plans quelque part? Qu'ils ont dû garder quand même une trace. Rémi Chauvin, n'est-ce pas, me dit, écoute, tu me feras pas croire que les scientifiques qui y ont travaillé, on dit oui, d'accord, on le détruit, et puis ils le reconstruisent chez eux. Bon. Oui. Alors, à savoir, il se pourrait que mon ami Rémi Chauvin connaisse bien les scientifiques. Bien. Maintenant, est-ce que ils étaient suffisamment au courant de l'ensemble de la construction de l'appareil, ou est-ce que chacun ne connaissait bien que sa contribution? Je n'en sais rien. Mais c'est pas impossible du tout qu'en réalité, il y en ait de reconstruits, peut-être même plusieurs. Et tout dépend de la prudence du Père Ernetti au départ. Voilà, oui. On découvrira peut-être des choses étonnantes. Et peut-être qu'ils se doutaient pas au début de l'ampleur que ça prendrait, et surtout de la réussite. Non, bien sûr. Oui. Et une chance pour que... C'est pour ça que très vite, le Père Ernetti va avoir interdiction absolue d'en dire davantage, même de répondre aux critiques, aux calomnies, aux accusations, etc. Il en a beaucoup souffert. Il m'a dit, je n'ai plus le droit de rien dire, et je n'ai même pas le droit de dire, mes supérieurs m'interdisent d'en parler. Parce qu'aussitôt, la pression se serait exercée sur ses supérieurs, soit les supérieurs du monastère où il vivait, soit le supérieur général des bénédictins, ou le pape lui-même. C'est évident. Alors imaginons que cet appareil existe quelque part, peut-être à Rome, peut-être dans un autre pays, bien possible, et il offre des possibilités extraordinaires. Extraordinaires, oui. Et un Super SETI, par exemple? Oui, bien sûr. Le SETI, je crois, n'a aucune chance de capter quoi que ce soit. Enfin, pour quantité de raisons. D'abord, il ne capte qu'une fréquence tout à fait spéciale parmi des milliers et des milliers de fréquences possibles. Il faudrait vraiment un pot fantastique pour que dans l'au-delà, ils aient choisi exactement la même fréquence. Et puis je pense qu'en réalité, c'est un moyen de détection totalement dépassé. On est en train d'essayer avec de grandes oreilles de capter un bruit de l'univers, puis tout d'un coup, on aura une petite tape sur l'épaule. On n'aura qu'à se retourner pour voir qu'ils sont déjà là depuis longtemps. Je crois que c'est plutôt ça qui se passera. Et ils sont là. Oui, ils sont là. On est d'accord. On est d'accord, François. Mais cette gamme d'ondes générée par le chronoviseur, est-ce qu'il y a eu une connaissance de la part des scientifiques qui ont essayé d'en percer le mystère, si j'ose dire? Là, je n'en sais rien d'autre puisque je n'ai eu aucun contact avec les scientifiques qui ont collaboré à cette construction. Et le Père Ernetti ne me donnait leur nom que lorsqu'ils étaient défunts. Je reconnais qu'un journaliste qui aurait des moyens supérieurs aux miens pour essayer de mener encore, c'est pas trop tard, une enquête auprès de certains, ne serait-ce que dans les archives, savoir si effectivement il y a des traces de correspondance avec Werner von Braun, avec De Matos, s'il y a eu des voyages, enfin bon, s'ils ont circulé, il doit y avoir des traces quelque part. Mais alors là, c'est toute une enquête qui suppose des moyens que je n'avais pas. Alors, revivre le passé, pourquoi pas, mais on peut aller jusqu'à penser, se souvenir de l'avenir. Voilà, alors on avait même posé la question, effectivement, Père Ernetti, mais est-ce que ça pourrait pas capter l'avenir? Alors, au niveau des principes, il n'y a pas d'objection. Maintenant, le Père Ernetti, lui, a toujours insisté, au contraire, sur le fait que l'appareil ne captait que des ondes qui vraiment s'étaient formées, et non pas celles qui pourraient un jour se former. Ils sont en mouvance. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que des hommes comme Kenneth Ring ou d'autres ont inventé
ou mis au point des techniques qui se rapprocheraient du chronoviseur? Parce que je suis allé chercher aussi sur Internet. Alors, oui. Je le dis une fois de plus, il y a le pire, il y a le meilleur. Oui. Mais apparemment, il y aurait un physicien du nom de Mallette, il me semble, si j'ai bien retenu son nom, qui aurait inventé un appareil à remonter dans le passé. Ben, je cite quelques essais, pas déjà dans mon livre, qui ont été faits avant le père Ernetti. Je cite également, alors, plutôt de l'ordre de la psychométrie, Don Luigi Borello, dont on publie le schéma assez souvent sur Internet et dans certains livres. Parce que j'avais donné tous mes documents, moi, à un Autrichien, Peter Krasa, qui a fait tout un livre en allemand là-dessus, mais en faisant la comparaison avec quantité de phénomènes qui n'ont rien à voir, à mon avis, puis il y a beaucoup d'erreurs. Alors, son ouvrage, après ça, a été traduit en américain, avec d'autres erreurs, et c'est ce qui m'a un peu incité quand même à faire tout un livre là-dessus, un peu pour venger l'honneur du père Ernetti, qui était présenté peu à peu comme un mythomane. Que s'est-il passé, François Brune, au congrès de Riccione, en avril 2003? Cette jeune femme. Oui, alors là, effectivement, j'avais fait une première version de ce livre qui avait paru chez Albin Michel et qui s'appelait Le Nouveau Mystère du Vatican. Le titre n'était d'ailleurs pas très heureux parce qu'on pouvait penser qu'il s'agissait de l'assassinat de Jean-Paul Ier ou bien du scandale du Banco Ambrosiano ou d'autres choses du même genre. Alors je préférais qu'on revienne au titre vraiment Le Chronoviseur. Mais alors la première version avait été traduite en italien. Et on m'avait invité en Italie, à Riccione, pour faire une conférence sur le chronoviseur. Et à cette occasion-là, un certain nombre de loups sont sortis du bois, des gens dont je ne soupçonnais pas l'existence, notamment le neveu du père Ernetti. Alors du coup, j'ai entrepris un autre voyage qui a eu lieu donc en février dernier. Et là, j'ai bien sûr eu un tas de renseignements très précieux par le neveu du père Ernetti qui m'a dit, mais bien sûr, quand j'étais tout petit, tonton me parlait du chronoviseur, de ses recherches. Et puis alors je lui dis, mais enfin quand même, votre tante, la sœur du père Ernetti, quand je l'ai rencontrée, ignorait tout, m'a dit, mais pas du tout. De temps en temps, elle venait à la maison, en même temps que le père Ernetti, on en parlait à table, il n'y avait aucun problème. Autrement dit, j'ai découvert que la sœur du père Ernetti, que j'avais essayé d'interroger là-dessus, m'avait joué une parfaite comédine. Et puis je lui ai dit, mais j'ai rencontré également un évêque qui était un collaborateur du père Ernetti, l'ancien évêque de Trévise. Je suis allé le voir dans sa maison de retraite. Il avait l'air de tomber des nues quand je lui ai parlé de ça. Et là aussi, le neveu du père Ernetti a bien rigolé en me disant, mais pas du tout, il lui aussi était parfaitement au courant. En fait, il y avait un contrôle dès le départ là-dessus. Oui, il y a une volonté d'un silence absolu. Alors j'ai vu également à Riccione une vidéocassette réalisée d'un certain nombre de proches du père Ernetti, et puis également un père dominicain à Rome, qui est un exorciste, et on lui demandait, mais étiez-vous au courant du travaux du père Ernetti? Et il disait, oui, bien sûr, tout le monde était au courant. Simplement, on savait qu'il fallait pas en parler. Tu vas pas me faire croire que c'était le secret de Polichinelle, même si on se trouve en Presque en un sens dans le milieu du Vatican. Oui, dans certains milieux, oui, bien sûr, on le savait. Toute la presse italienne en avait parlé, à l'occasion, parce que le père Ernetti, au début, avait quand même le droit d'en parler, donc il en avait parlé. D'où, au moment où l'image a circulé, du Christ en croix, et avec ce commentaire du journaliste italien prétendant que c'est le père Ernetti qui lui avait donné et que ça venait du chronoviseur. Alors du coup, dans la presse italienne, on avait demandé au père Ernetti de s'expliquer en disant, maintenant on a prouvé que ça venait d'une image pieuse, alors dites-nous, à quel jeu jouez-vous? Et le père Ernetti ne pouvait pas répondre. Alors les accusations étaient de plus en plus pressantes, mais en même temps je sentais que les gens gardaient beaucoup de respect pour le père Ernetti, parce que tout le monde reconnaissait sa rigueur, sa droiture, son exigence, etc., sa valeur scientifique. Le fait d'avoir été un collaborateur du père Gemelli jusqu'à la fin de la vie du père Gemelli. Or, le père Gemelli, le fondateur de l'Université catholique de Milan, il était le président de l'Académie scientifique pontificale, donc un scientifique de très grand renom, et on sait très bien qu'il était très exigeant, qu'il acceptait comme collaborateur des gens de son niveau. Donc, il reconnaissait le père Ernetti comme étant de son niveau. J'ai la preuve, j'ai dans le livre du père Ernetti des dépliants d'analyse de voix, de chantant, etc., et des travaux faits en collaboration avec le père Gemelli.
certains rationalistes qui doutent, et après tout, c'est humain de douter. Je comprends qu'on en doute, c'est je dirais le phénomène le plus incroyable. C'est encore plus incroyable que les apparitions de la Vierge, finalement. C'est vrai. Hein. Disent de toi, oui, mais François Brune a profité de la longue amitié qu'il a avec Costa de Beauregard pour étayer son chronoviseur. Eh ben non, ça c'est complètement faux. Parce que j'avais envoyé des textes à Costa de Beauregard, notamment les textes de Luigi Borello. Il m'a dit, bon, il y a dans les explications qu'il donne, il y a des erreurs énormes, pas sur le plan scientifique. Mais, bien entendu, ça n'empêche pas que dans la pratique, il ait pu, avec son système d'appareil, mais plutôt de l'ordre du psychomètre, obtenir certains résultats. Quant au chronoviseur lui-même, Costa de Beauregard m'a dit toujours, écoutez, je ne peux pas vous en parler, parce que ça ne correspond à rien de ce que l'on peut comprendre par la science actuelle. Les ondes visuelles et les ondes sonores ne circulent pas du tout à la même vitesse, donc il ne peut pas s'agir d'ondes telles que nous les percevons, telles que nos appareils les perçoivent. Alors s'il s'agit d'autres appareils et d'autres ondes, bon, il me dit, vous me donnez la parole d'un père religieux, j'ai aucune raison de douter de sa parole, mais en tant que scientifique, je ne peux rien en dire. Donc je ne m'appuie pas du tout sur l'amitié du père Costa de Beauregard pour soutenir le chronoviseur. Au contraire, il m'a dit, je respecte beaucoup le père Ernetti, je vous respecte, mais je ne peux rien faire pour vous soutenir. Bon. Il me l'a dit très nettement, et je le comprends très bien, je ne lui en veux pas du tout. Je garde d'excellents rapports avec Costa de Beauregard. D'accord. Père Ernetti qui est décédé en 1994. Qui est décédé, voilà. D'ailleurs, tu étais avec lui quelques jours. Je l'ai rencontré qu'un ou 2 mois avant, peu de temps avant sa mort, oui. Tu avais des preuves, toi j'avais le texte de 101 vers de la tragédie de Thieste, de Quintus Ennius. Ah oui, ça je l'ai, oui, bien sûr. Ça, il me l'avait donné, c'est lui qui me l'avait donné. Marie? J'ai quelque chose qui vient de me passer en tête par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ce serait pas très malin de la part de ceux qui voudraient pas trop faire de battage autour de ça, qu'il n'y ait pas trop de bruit autour de ça, de laisser justement filtrer quelques informations très grosses, quand même, comme justement le visage du Christ, pour que ce soit, pour volontairement, il y a eu que ce soit pas trop pris au sérieux. Il y a eu certainement volonté de ridiculiser ça, certainement. Et notamment, ça se voit dans la version américaine dont je parlais tout à l'heure, l'ouvrage en allemand qui a été traduit, mais profondément remanié en anglais. Et là, l'éditeur américain prétend qu'il a fait mener discrètement une petite enquête en Italie. Et alors là, il raconte une histoire absolument ahurissante, comme quoi le père Ernetti, peu de temps avant de mourir, aurait fait une expérience aux frontières de la mort, dans laquelle il aurait reconnu tout d'un coup, découvert qu'effectivement il avait menti, qu'il avait trompé les gens, etc. Bon, mais c'est une histoire rocambolesque. Je démontre que ça tient absolument pas debout. Mais ça montre qu'il y a eu un montage et une volonté de déconsidérer le père Ernetti, de déconsidérer cette découverte. D'ailleurs, quand j'ai rencontré un autre moine bénédictin qui a connu très bien le père Ernetti dans les dernières années de sa vie, le père Mistro Rigo au monastère de San Giorgio Maggiore, il a essayé de me dire que le père Ernetti exagérait toujours, etc. Je lui dis, mais enfin, il était quand même c'était pas un mythomane, il était exorciste. Je vois que partout on l'appelle comme le grand exorciste du Nord. Il était en lien avec des psychiatres qui lui envoyaient des gens, etc. Et alors, plus j'avançais d'arguments à ce moine pour lui dire, écoutez, c'est quand même quelque chose de sérieux, plus ce moine qui se prétendait son vieil ami était obligé d'insister pour me le faire passer pour un demi-fou, quoi, quasiment. C'est beaucoup plus malin, en fait, de parler d'une chose plutôt que de vouloir avoir l'air de la cacher. J'ai fini par ne pas inciter en lui donnant les derniers arguments, parce que je me rendais compte que je le mettais mal à l'aise dans une situation un peu impossible. Mais ce que je peux... oui, bien sûr. Mais même si les détails techniques sont rares, oui, on peut réfléchir. Je pense aux travaux de Kenneth Ring, j'en ai parlé tout à l'heure, de Rupert Sheldrake, de David Bohm, de Karl Pibram, de Boris Iskakov, et tant d'autres. Et même là, je cite également dans la dernière version ce que dit Melvin Morse lorsqu'il a rencontré, il est convaincu peu à peu, pas que l'essentiel de ce que nous vivons se trouve inscrit quelque part, tout à fait comme dans la tradition des archives akashiques, à quelques nuances près, mais enfin, en gros, l'idée est la même. Dans le cerveau droit. Voilà, oui, mais dans l'espace. Mais à l'extérieur du cerveau. À l'extérieur, oui, dans l'espace carrément, et qu'on peut capter en n'importe quel endroit du monde.
Et alors, il est allé voir 2 centres de recherche scientifiques aux États-Unis, de physique vraiment, de physique dure, de gens qui s'occupent de la physique des particules, bon, pas des psychologues ou des psychiatres, et qui lui ont dit, mais nous sommes arrivés, nous aussi, à cette hypothèse-là, et par d'autres voies, qu'effectivement, tout ce que nous vivons, tout ce qui se passe dans ce monde, laisse une trace qui est en dehors du temps et de l'espace. Les archives. Ah oui, donc, sur le plan scientifique, finalement, c'est pas absurde. Le problème, c'est ce qu'il peut vraiment y avoir des appareils capables de capter ça, pas. Mais à la rigueur, je dirais, certains voyants, c'est bien ce qu'ils font, pas. Oui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que la technique peut remplacer les médiums. Comme tout à l'heure, on parlait de... Mais bien sûr, oui, oui. Le fait de pouvoir, si grâce à un objet... voyants le font, pourquoi est-ce que finalement un appareil ne serait pas finalement capable de le faire, oui. Alors, admettons. Oui. Admettons, je reste une fois de plus ce livre. Oui, oui, toujours. C'est encore une enquête de François Brune. Je pense que tu vas en entendre des vertes et des pas mûres. On s'amuse bien en lisant d'ailleurs, hein. Parce que l'enquête vraiment, elle correspond exactement au cheminement que j'ai fait, aux allées et venues, au rebondissement tout d'un coup. Ah oui, c'est tout à fait ça. Alors François. J'ai pas noté beaucoup de questions, mais j'en ai noté 2. Ah. Comment se fait-il qu'une invention d'une telle importance, peut-être la plus grande découverte de notre époque, soit aussi mal connue? C'est ma première question. Et ma deuxième question, comme ça tu pourras avoir tout le temps d'y répondre, la vérité ferait-elle peur? Ben, disons que les 2 questions sont tout à fait liées, ben, c'est évident. Hein. Et malin. Ah ben oui. Oui. Je pense qu'en effet, on est terrorisé à l'idée que cet appareil pourrait exister et aux dégâts que ça ferait. Il y a eu vraiment une volonté d'imposer le silence là-dessus et même de ridiculiser plutôt le père Ernetti. C'est à ça que j'ai voulu m'opposer, bien entendu. Et serions-nous dans le surnaturel ou le paranormal, avec un appareil comme le chronoviseur? Bah, du paranormal, mais je dirais comme tout le paranormal, c'est du normal. Du normal que l'on ne connaissait pas encore, tout simplement. Que l'on découvre peu à peu, c'est du normal, c'est tout simplement la science qui avance. Plutôt que de vouloir le refuser complètement, est-ce que ce serait pas plutôt certaines autorités qui voudraient garder le contrôle et avoir ainsi un ascendant un petit peu plus il y a ça aussi, bien entendu. Mais en pensant que ce serait une sorte de remise en question de toutes les autorités à travers le monde, de tous les anciens traités, de tous les anciens accords, on découvrirait qui a trompé qui, déjà dans le passé, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et effectivement, les conséquences seraient épouvantables. Voilà, pour garder l'ascendant et l'autorité. Ah oui, bien sûr. Oh oui. Question de confiance, François Brune. Oui. Est-il vrai que l'appareil se trouverait dans les sous-sols du Vatican? Je n'en sais rien, mais ça me paraît probable. Voilà. Alors le père Ernetti m'a dit qu'il a été démonté. Et d'après ce qu'il m'a dit, il y aurait une version, en tout cas, de l'appareil qui serait démontée et dont les morceaux se trouveraient dispersés en plusieurs pays. Il m'a dit également que les plans de l'appareil ont été déposés chez un notaire en Suisse et il en aurait déposé un autre exemplaire au Japon. Mais il ne m'a pas donné les adresses. Inutile de me chauffer les pieds avec un chalumeau, je ne pourrais rien avouer. Je n'en sais pas davantage. Marie, nous avons mis du sel de côté, va chercher la chèvre que nous avons réservée pour les pieds de François Brune. J'emprunte cette image parce que mon ami le père, le Rémi Chauvin, avec lequel j'ai fait une fois le voyage à Venise, on l'a rencontré une fois ensemble, le père Ernetti, m'a toujours dit c'est ta faute. T'as pas voulu qu'on chauffe les pieds du père Ernetti, c'est pour ça qu'on n'est pas plus avancé. François, nous allons laisser les éditeurs... Le chalumeau vient de Rémi Chauvin. Poser des questions, mais bon, qu'avons-nous à craindre si cet appareil existe? Aussi, effectivement, une remise en cause de tout ce qui s'est passé, de toutes les saloperies que les hommes ont pu se faire à travers le monde. C'est une telle masse de saloperies, ça va être épouvantable, d'autant que nous ne sommes pas encore en état de nous pardonner mutuellement. Ça va être un raz-de-marée de rancœur, de désir de vengeance, de réclamation, de rétablissement de la justice, etc. On n'en sortira pas. Ça sera épouvantable. Puis au-delà de tout ce qui s'est passé et qu'on peut découvrir, imaginez toutes les abominations qu'on peut créer. Encore. Parce que c'est aussi un moyen de regarder chez les gens. Ça va, bien sûr, bien sûr. On a les caméras déjà... On y est déjà tout doucement. Oui, je l'ai dit un peu dans le livre, on va déjà de toute façon. Voilà, mais c'est encore plus poussé. Précise un peu ta pensée, Marie. Quand tu dis on peut regarder chez les gens, mais qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme support?
une photo. Ah, mais j'en sais rien, moi je sais pas du tout comment, on a même des appareils actuellement pour essayer de capter, au moins là, on arrive à capter la silhouette des gens à travers un mur. En appliquant un appareil sur un mur, on arrive à savoir s'il y a quelqu'un dans la pièce, combien de personnes. Et la façon dont ça doit être placé. Pour le moment, l'appareil n'est pas encore plus précis que ça, mais ça, on l'a. Ça existe déjà. C'est utilisé, bien entendu, par tous les services de police, d'espionnage, etc. Justement, j'avais cette image à l'idée, je me posais la question, James Bond, on a beaucoup ri des gadgets de James Bond. Oui, mais c'est en train de se faire. Mais il me semble que... bien sûr. Il y a, qui avait écrit, Ian Fleming, voilà, qui avait écrit James Bond. Je suis presque persuadé qu'il était au courant de l'existence du chronoviseur. C'est pas impossible. Mais même plus simple que ça, hein, sans chercher chez les agents secrets et ainsi de suite. Regardez la carte bleue, regardez les téléphones portables. Tout ça, c'est un moyen de contrôle et de surveillance. Hein. Oui. Avec le téléphone portable, ça permet de suivre où vous êtes allé, par où vous êtes passé, d'où vous avez appelé. Quand ça tombe en panne, c'est génial. Hein. Oui, c'est pas mal non plus. Hein. Et ça n'empêche pas justement la surveillance. Il peut tomber en panne, il marche plus pour toi, mais ça n'empêche pas... Et ça veut dire que des chefs d'État puissants, je pense aux États-Unis... Oui, bien sûr. Les grandes oreilles. Ils auraient le... les grandes oreilles qui étaient dirigées pour capter tous les services soviétiques. Depuis que le mur est tombé et que le régime soviétique a changé, on sait très bien que maintenant, ce qui capte, c'est toutes les conversations économiques, les accords qui sont en cours, les contrats qu'on essaie d'obtenir dans différents pays, et ils le communiquent à leurs agences à eux pour essayer de contrer les essais de vente d'avions que nous faisons, proposer de meilleures conditions, etc. Ils les utilisent, bien entendu. Donc, dans une guerre économique, la guerre est continuelle. Oui, bien sûr, tout est toujours en guerre. Hein. Donc depuis 1952, on peut dire, tu peux dire, je ne vais pas dire sur l'honneur et de jurer sur l'Évangile ou sur la Bible, mais le chronoviseur existe, il est quelque part. Moi, je suis convaincu qu'il a existé. Je peux pas dire maintenant s'il existe, s'il est remonté, mais il a existé, oui, certainement. Et pourquoi t'être intéressé au chronoviseur, François? Tu me diras pourquoi pas, mais oui, c'est venu un petit peu accidentellement, parce que je m'intéressais aux communications avec l'au-delà, bien entendu. Ce qui va nous amener à la troisième partie de cette émission, un petit peu plus tard. Oui. Bien. Marie, as-tu une autre question à poser à François Brune? Tu es à côté de l'homme que tu rêvais de rencontrer depuis très longtemps. J'en ai tellement qui viennent en même temps, tu vois que par moment il y en a qui passent un peu à la trappe. Ça va. Je peux pas couper la parole à tout le monde non plus. Mais bon, je trouve que déjà c'est assez catastrophique, hein. Le monde dans lequel on vit, le contrôle que les dirigeants essaient d'avoir sur tout le monde. Je me demande même si c'est possible d'envisager que certaines personnes ayant les plans de cet appareil ne l'ait pas remonté et l'utilisent pas. S'ils ont les plans, ils l'ont remonté, ça c'est sûr. Et je pense que ça se perd pas comme ça. Ils l'auraient pas démonté, à mon avis, s'ils n'avaient pas une possibilité de le remonter. Il y a certainement eu des essais, en tout cas, de le remonter, ça certainement. Et à mon avis, s'ils l'ont démonté, c'est qu'il y avait assurance de pouvoir le récupérer. Ça, c'est pas impossible non plus. En tout cas, c'était pour qu'un jour il puisse être reconstitué éventuellement, le jour où l'humanité aurait assez évolué. Oui, mais est-ce que ceux qui sont tombés là-dessus sont assez sages pour respecter ça? Ça, je n'en sais rien du tout. Non, ça, on ne sait pas où on va. Hein. La logique féminine, hein, n'est-ce pas? Dans les questions de Marie. N'est-ce pas? Mais oui. Bien. Très bien. Et la logique, elle n'a pas de sexe, la logique. Merci Marie, prépare-toi pour la prochaine partie de l'émission. Voilà. Nous allons de nouveau ouvrir le standard de la radio.